Alors, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Merci d'être avec nous en ce jour du mois d'août pour parler d'un dossier qui est très d'actualité. Vous avez sûrement, si vous êtes là, vous avez entendu parler du règlement qui a été enfin transmis pour le fin du projet de loi 16. Alors, ce soir, j'ai l'honneur d'avoir beaucoup de panélistes avec moi. Donc, je vais présenter les gens à tour de rôle. Si j'oublie quelque chose, vous pouvez ajouter, chers collègues qui sont avec moi. Donc, Maître Yves Papineau du bureau LJT, avocat émérite, je vais le stipuler. Bonsoir, Maître Papineau, vous allez bien? Sûr, oui, ça va bien, vous? Oui, merci beaucoup. Nous avons aussi l'honneur d'avoir Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite chez Dunton Rainville. Ça va bien, Maître Jolicoeur? Et également président du regroupement des gestionnaires et Absolument. courtiers du Québec, oui, tout à fait, oui. Avec Absolument. Et plaisir, oui. président du RGCQ, tout à fait. Merci d'être avec nous, Maître Jolicoeur. Et Julien Gobeil-Simard de Audi, études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien, services professionnels en ingénierie. Allô, Julien, merci de prendre un Bonsoir, moment durant Valérie. tes vacances. Avec plaisir. On va avoir plusieurs questions pour toi, certainement, comme nos autres invités. On a aussi Madame Nathalie Bégin, qui est nouvellement directrice de professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Merci, Nathalie, d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bonsoir. Maître Michel Paradis, avocat émérite aussi du bureau de Terrien Couture Jolicoeur de Québec. Bonsoir, Maître Paradis. Bonsoir, Valérie. Et Maître Richard Leblanc, avocat chez RPGL en copropriété, droit de la construction, secteur Papineau. Bonsoir, Maître Leblanc. Bonjour, ça fait plaisir. Merci d'être avec nous. Alors, j'ajoute aussi que Maître Paradis est président du RGCQ du chapitre Québec. Maître Leblanc est aussi président du chapitre Gatineau et Maître Jolicoeur du chapitre provincial et Montréal. Donc, on peut débuter notre rencontre. Naturellement, nous avons comme d'habitude un commanditaire de la soirée qui est Groupe Vigilance. Groupe Vigilance sont dans les systèmes de sécurité et très, très présents dans la détection d'eau. Donc, si vous avez besoin des services dans ce sens, on vous invite à les contacter. Sandrine et Martin, là, toute leur équipe sont ultra très intéressants, très enrichissants et vous allez avoir un beau projet si vous avez à mettre en place un projet de détection d'eau et de sécurité. Donc, merci pour leur commandite. Alors, pour commencer notre web radio ce soir, Maître Jolicoeur, je vous demanderais de nous faire un petit résumé de l'aboutissement qu'on vit présentement. Ça a démarré où? C'est arrivé comment? Merci, Mme Couture. Il y a un processus, puis également le mérite des acteurs qu'on doit souligner parce que, dans le fond, la semaine passée, on a un peu fêté, dans le fond, la résultant d'un travail de fond fait par des grands acteurs du monde de la côté. Donc, d'ailleurs, je salue Maître Yves Papineau, qui, cela étant dit, est membre du conseil d'administration du RGSQ de Montréal. La Chambre des notaires a été l'instigatrice d'une démarche en matière de copropriété en constituant le groupe de travail dans les années 2010, un groupe de travail sur la copropriété qui avait justement l'objectif de réunir des grands experts de la copropriété sur la réforme législative en matière de copropriété. Parce que si on fait un petit brin d'histoire, notre législation date de 1969, qui a été dans le fond un peu propulsée par un besoin de créer une abordabilité au logement puis la densification du territoire. Dans le fond, déjà, la SCHL avait souligné l'importance des années 60 des Canadiens de devenir propriétaires. On a même incité les provinces canadiennes à adopter des législations. Le Québec était, dans le fond, un peu le dernier élève en 69. L'Ontario était avant en termes de législation ontarienne, donc on se commence en 69. On attend 25 ans plus tard pour avoir la première réforme législative sur le côté 1994, qui est la réforme qui revient à réformer tout le Code civil, mais également le droit de la copropriété. Et par la suite, on a eu une période de 25 ans presque d'attente entre réformer notre droit de la copropriété, alors que l'Ontario et d'autres provinces canadiennes, et même en Europe, on faisait l'évolution de la copropriété en fonction des besoins. Alors, la Chambre des notaires prend l'initiative et Maître
Gagnon préside. C'est une initiative qui a été du président de la Chambre avec la ministre de l'époque, Kathleen Veil, là, tout juste pour remettre les choses en perspective. Le groupe de travail produit un rapport avec des recommandations et par la suite, le gouvernement du Québec prend acte de ces recommandations et le ministre Jean-Marc Fournier, ministre de la Justice, décide dans le fond de faire valider auprès du grand public ces recommandations parce que ce sont des experts, mais est-ce que c'est le besoin? Est-ce que les courtiers souhaitent effectivement cette réforme législative? Et de nouveau, Mme Christine Gagnon préside le comité consultatif avec un grand économiste qui s'appelle François Desrosiers, de l'Université Laval. Et j'ai eu l'honneur de siéger sur ce comité. Et on a fait des audiences publiques sur les nécessités de réformer notre droit de la couverture. Et durant les audiences publiques, on a eu beaucoup de commentaires de gens qui disent, ben écoutez, c'est bien d'avoir des fonds de prévoyance dans le Code civil du Québec, mais grosso modo, on nous dit de mettre 5 ça, c'est pas performant. Donc, notre rapport qu'on a produit était dans le fond une réflexion d'une écoute du grand public, des grands spécialistes qui étaient sur le groupe de travail. Et je veux quand même signaler que Maître Paradis, qui est avec nous ce soir, siégeait sur le groupe de travail. Et ultimement, ben, on en est venu à la conclusion qu'il y avait nécessité de deux choses importantes, de prévoir la prévisibilité des travaux futurs, mais également d'assurer qu'un acheteur de condo sache dans quoi il s'embarque. Hein, parce que c'est un mode souvent d'accession à la propriété, mais l'évaluation du risque était à peu près nulle. Parce que contrairement à une maison, on peut toujours la faire inspecter, on peut toujours voir ses défauts, la nécessité d'apporter des capitaux. En copropriété, c'est difficile dans une tour de 100 unités d'engager un inspecteur pré-achat pour faire le tour du bâtiment, puis d'avoir un rapport sur les besoins futurs. Donc, la logique derrière l'exposé qu'on va vous faire ce soir repose sur une réflexion qui a été initiée par des spécialistes, également en fonction de commentaires du grand public, et ultimement, une volonté politique de certains gouvernements, de certains ministres, dont l'Hystério, qui a déposé à l'époque du gouvernement de M. Couillard un projet de loi qui est le projet de loi 401. C'est un projet de loi qui est arrivé en fin de session. Et après ça, il y a eu les élections. En 401 était dans le fond l'amorce de ce projet de loi 16 dont on va parler ce soir. Et la CAQ, une fois élue au pouvoir, a, dans le fond, privilégié ce projet de loi. D'ailleurs, c'est le 16e projet de loi déposé à l'Assemblée nationale pour faire en sorte d'avoir des mesures législatives qui font en sorte de quoi? De faire transparaître la saine gouvernance des copropriétés, mais surtout de protéger les acheteurs de condos contre les mauvaises surprises, parce que nous, on a tous, nous comme avocats, des histoires d'horreur de gens qui achètent un condo, qui se ramassent avec une cotisation spéciale dont ils n'ont pas les moyens financiers. Puis également aussi, Mme Couture, de battre le raisonnement à l'effet que plus les charges communes sont basses, mieux on se porte. Alors, on avait tellement ce discours, je pense que nous tous qui sont des praticiens du droit de la copropriété, on a tellement entendu ça. Hey, augmentez pas les frais de condo, notre immeuble va mal paraître. Mais je comprends qu'on n'augmente pas les frais de condo, mais on cache dans le fond le besoin de capitalisation, mais surtout l'exécution des travaux. Donc, c'est la genèse de ce qu'on va discuter ce soir. Mais également une genèse où on n'a pas été un bon élève parce que le Québec a copié ce que l'Ontario a fait depuis plusieurs années. Alors, pensez pas ce soir ce qu'on va discuter, c'est que Einstein québécois a inventé ça. On a copié nos voisins ontariens. Avec un peu de retard. Beaucoup Beaucoup de... de retard. Justement, en parlant de l'Ontario, Maître Leblanc, on s'entend qu'il y a une différence malgré le temps où est-ce qu'il y a eu une réaction au niveau du marché de la copropriété en Ontario par rapport à où on en est aujourd'hui au Québec. Mais comme vous êtes très présent dans ce domaine-là, pourriez-vous nous indiquer un petit peu c'est quoi la différence entre le Québec et l'Ontario et est-ce qu'on est rendu au même point aujourd'hui, les deux? C'est un peu avant le dépôt des règlements, je dirais que c'est un petit peu le jour et la nuit parce que non seulement en Ontario, on a même le tribunal maintenant. Il y a même un tribunal juste pour les copropriétaires virtuels. Ils sont en avance sur tous les points. Puis on fait ça très rapidement.
Moi, ça a été une des raisons de mon implication là, à la demande d'Yves lorsqu'on a créé le chapitre outaouais. Puis, puis j'ai énormément de contacts là, à peu près tout partout, même ici, là, je suis à Dryden, dans le nord d'Ontario, j'étais à Thunder Bay hier, j'ai parlé à des gens qui étaient de copropriété, il y en a quelques-unes. Je dirais là, que tout s'est fait très rapidement dans quelques années, peut-être pas pour le tribunal, mais pour le restant, c'est fait très rapidement. Et puis on a vu immédiatement, au bout de, je n'ose même pas dire quelques mois, mais je dirais quelques années, là, puis vraiment quelques années, que l'esprit a changé. C'est sûr qu'il y a eu de la contestation, il y a eu des, comme on prévoit qu'il va en avoir, mais essentiellement, après quelques mois, quelques années, là, effectivement, toute la question du montant des frais était plus important. Ce qui est important, c'est que le fonds de prévoyance, la qualité de ton fonds de prévoyance devient un actif. Alors, ce que j'entends souvent à Toronto, ben, l'unité d'Yves, paf, Yves Papineau, moi, je préférais prendre celle d'Yves Nadon. Pourquoi? Parce qu'il y a 2,8 de capitalisé. C'est beaucoup mieux géré que celle de. Alors, on parle de discours qu'on ne tient jamais au Québec. Alors, puis d'ailleurs, les chiffres le prouvent. La construction de condos en Outaouais, elle est à presque zéro. Là, c'est 12 unités sur 2 ans. Alors qu'en Ontario, c'est près de 3 000 sur 15 000, qui représente quand même 15-20 %. Alors, on voit la différence. Là, on a 1 kilomètre de différence, une petite rivière. Et puis, essentiellement, tout le ton a changé. Ceux qui s'impliquent beaucoup me disent de façon unanime que maintenant, c'est du passé. Là. En fait, tu choisis tes frais en fonction non seulement de tes capacités financières, mais des services que tu veux. C'est un peu comme les gens qui préfèrent aller en campagne, pas payer de taxes, mais qui n'auront pas de service, par contre. T'sais. C'est la même mentalité. Puis là, je le constate à Dryden, je le constate à Thunder Bay, je le constate. Puis ça s'est fait, comme je vous dis, automatiquement, très rapidement. Puis j'espère effectivement que dans 1 an ou dans 2 ans, on pourra faire le même constat. Moi, je suis convaincu parce que c'est important pour rendre à la copropriété ses lettres de noblesse. Puis ça ne soit pas juste des problèmes, des problèmes, des problèmes. C'est ça. Merci, Bon, je suis d'accord avec vous. Ce qui est encore plus important compte tenu du fait que, n'oubliez pas qu'au Québec, il n'y a aucune inspection, pratiquement aucune inspection, alors qu'en Ontario, c'est inspecté une moyenne de 12 fois durant la construction. Alors, ça rendait encore plus urgent que ça se fasse au Québec, puis pas attendre 17 ans. Tout à fait. Absolument. Merci, Maître Leblanc. Puis c'est bien des fois de comprendre qu'est-ce qui se passe très près de chez nous, parce que justement, on a tellement vécu longtemps en disant que c'était bien vu que ça coûte 125$ par mois de rester dans un syndicat de copropriété, mais le moindre personne qui se donnait 5 minutes de faire un calcul, c'est que ça faisait pas de sens, mais on allait bien. Maître Papineau, vous avez été impliqué dans le comité consultatif, comme Maître Jolicoeur l'a présenté et tout. Comment vous voyez l'arrivée de ce final règlement sur l'industrie aujourd'hui? Comment je vois final? Je ne suis pas sûr du mot final, mais Finalement, finalement. finalement, oui. Je pense que c'est plutôt ça. Écoutez, c'est sûr qu'il fallait que ça arrive parce qu'on est là-dessus depuis des années qu'on le demande. On nous a envoyé des règlements qui ont fini par être adoptés, qui ne sont pas parfaits, mais qui règlent beaucoup de points importants. On parlait avant, au début de l'émission, qu'il y a des syndicats qui refusaient de donner des informations, ne voulaient pas se mouiller, n'avaient pas le temps. Maintenant, le vendeur va avoir l'obligation de fournir l'information. Ça va changer la dynamique un petit peu dans le marché. On va avoir des obligations de carnet d'entretien, des obligations de fonds de prévoyance. Et ce qui est un peu malheureux, Madame Couture, c'est que tout ça, c'est juste de la logique et de la bonne administration. Que tu aies un fonds de prévoyance pour prévoir que tantôt ça va coûter quelque chose, je ne comprends pas qu'on ait besoin d'une obligation, mais là, on l'a. La même chose pour le carnet d'entretien et pour l'information. Mais Maître Papineau, pour vous avoir entendu souvent dire quand est-ce que les gens vont attendre que ce soit une obligation d'entretenir le bâtiment, bien là est arrivée l'obligation. Mais vous disiez que vous aviez raison de les gens qui disaient oh non, l'étude de fonds de prévoyance, carnet d'entretien, on pelletait ça par en avant. Mais là, ces gens-là vont avoir peut-être
certains syndicats de copropriété vont faire un saut quand l'équipe d'Audi va passer et va faire une étude de fonds de prévoyance, puis ils vont se faire dire qu'il manque 100 000, puis ils sont 6. Ben, ça va revenir à ce que vous disiez, Maître Papineau. Ça va ressembler à ça parce que les gens, là, c'est comme la chaise musicale. Là, la musique est arrêtée, il faut que tout le monde trouve une chaise. Ben, il va manquer de chaise. Très bon. Bon exemple, Bon Pépino. exemple, tout à fait, absolument. Donc, Julien, je m'en viens à toi. Par rapport à ce qui se passe présentement, je sais que vous êtes très impliqué dans les webinaires que vous présentez, tout ça. Comment vous voyez les gens, comment ça réagit? C'est des syndicats, les copropriétaires qui s'intéressent à savoir comment ils vont faire que leur syndicat soit bien positionné. C'est sûr bon, le téléphone, les courriels rendent beaucoup. Les gens ont beaucoup de questions, hein, malgré que, avec le temps que ça a pris, après l'adoption du projet de loi 16, hein, quasiment 6 ans avant d'avoir un règlement en bonne et due forme, puis fait que ça a donné le temps d'en parler, hein, pendant toutes ces années-là, Oui. beaucoup, puis de sensibiliser les gens, leur dire que ça s'en venait. Puis là, ben, on sent beaucoup la panique causée par l'attestation obligatoire en cas de vente, parce que là, regardons, ça prend des informations, une planification de travaux sur les 10 prochaines années qu'il faut dévoiler à l'acheteur. On doit essentiellement lui dire combien on a dans le fonds de prévoyance, puis l'étude a dit qu'on devrait avoir combien. Fait que là, bien évidemment, là, ça devient un peu le volet un peu panique qui embarque, là. Comment je suis supposé répondre à cette question-là si j'ai pas d'études? Ben oui, c'est pour ça qu'on vous disait depuis des années, attendez pas d'être obligé parce que vous allez devoir répondre de ces choses-là via l'attestation. Donc là, en fait, c'est beaucoup ça qu'on sent, je dirais, là, dans le ton, là. C'est là, en fait, je dirais que ce qu'on sent, c'est plus on va le faire parce qu'on va se faire demander l'attestation. On n'a pas encore franchi encore là, le parcours de ce Je comprends. parcours-là. Oui, c'est ça, il y a des travaux à faire, ça prend de l'argent. Là, c'est beaucoup rattaché à l'attestation. Ça nous prend l'information pour la donner. Mais donc c'est ça. Fait que puis une des questions les plus fréquemment posées, c'est aussi qu'on entend beaucoup, c'est est-ce qu'il va y avoir des pénalités si on le fait pas? Donc On garde ça on pour regarde ça plus pour plus tard. tard. C'est Mais ouais, ça, fait que exact. mais ouais, on sent que le discours change un peu, puis l'intérêt est là, mais beaucoup là, dans une crainte là, de se faire prendre en défaut là, avec l'attestation là, pour les transactions immobilières. Effectivement, l'attestation, on va y revenir avec Nathalie Bégin. Je vais te garder juste après, Nathalie. Mais Maître Paradis, justement, Julien vient de parler, justement, le côté un petit peu de vente panique et tout ça, malgré qu'avec raison, les gens savaient qu'ils attendaient juste que la journée soit tombée. Mais comment vous voyez ça, l'arrivée de tout ce brouhaha, autant de l'attestation que fonds de prévoyance, ça vient bouger les cartes pour bien des gens. Bien, évidemment, Yves Jolicoeur a mentionné, puis c'est très important, que dans un marché actuel de vente d'appartements copropriété, c'est un marché de vendeurs où les gens travaillent en surenchère. Alors, dans un contexte comme ça, c'est très important de protéger les acheteurs, n'est-ce pas? Hein? C'est plus important que jamais de protéger les acheteurs. Et l'adoption de la mesure visant l'attestation va évidemment contribuer à ça. Mais il y a un autre élément très important de tout ça, c'est que on veut mettre les syndicats tous sur le même pied, hein. Le règlement s'applique à tous les syndicats de copropriété, que ce soit horizontaux, qu'ils soient verticaux, qu'ils soient concomitants initiaux, qu'ils soient de 2 unités ou de 1000 unités. Alors, on veut mettre tout le monde sur le même pied. Mais évidemment, les choses vont s'adapter selon la dimension de chaque copropriété. Donc, il n'y a pas de panique pour les petites copropriétés de penser que toutes ces mesures-là vont être à leur détriment. Au contraire, il y a tellement de petites copropriétés qui ne fonctionnent pas selon la déclaration, selon la loi, qui ne font pas d'assemblée annuelle, qui n'ont pas de budget d'état financier. Ces copropriétés-là, malheureusement, vont devoir, lorsque il va être le temps de faire une attestation,
se mettre à jour. Il n'y aura pas le choix. Les copropriétaires ne pourront pas vendre leur unité. Ça va être connu de tous les copropriétaires de la copropriété elle-même qui aujourd'hui pensaient que c'était facile finalement de vendre leur unité dans le marché. Mais ce ne sera pas s'ils ne sont pas à jour, s'ils n'ont pas bientôt dans les 3 ans, dans les 3 prochaines années, leur carnet d'entretien, l'étude de fonds de prévoyance. Ça ne se vendra pas leur condo. Alors, manifestement, l'effet de tout ça, c'est de faire en sorte de régulariser le fonctionnement de toutes les copropriétés du Québec. C'est formidable. Alors, faut vraiment, on a vraiment travaillé fort pour en arriver là, puis c'est cet effet-là, puis il ne faut pas paniquer avec les coûts de toute cette opération-là. Tout le monde va s'y faire, tout le monde va s'y adapter. Les professionnels vont développer des compétences dans ça de façon rapide pour permettre d'offrir les services à tout le monde. Il va se développer des services comme Moody qui le fait pour les petites copropriétés. Tout va bien se passer, il n'y a pas de panique, puis tout le monde va enfin pouvoir se mettre sur le même niveau. Il n'y aura pas personne qui va pouvoir prétendre qu'il il charge seulement 38 par mois de charge. C'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. C'est pas, ou de déguiser, comme on voit, de déguiser les paiements des copropriétaires en faisant des cotisations spéciales. Oui, oui, on ne voudra pas dévoiler que la dépense annuelle, c'est vraiment 2000 $. On va faire 1000 $ de cotisation spéciale une fois par année, puis on va mettre des charges de 80 par mois. Ça sera plus possible de faire ça. Alors donc, c'est manifestement une bonne chose, toutes ces mesures-là qu'on attendait depuis longtemps. Merci, Maître Paradis. Madame Bégin, Nathalie. C'est sûr que pour vous aussi, dans votre domaine, dans le domaine du courtage, ça vient bouger beaucoup de choses. Des choses que vous êtes d'accord, si je peux me permettre de voir bouger. Mais c'est sûr que ça doit réagir dans votre monde, là, parce que ça va vite le temps. Hein? On veut avoir l'information, on veut vendre les unités de nos clients, etc. Comment ça se passe? Ben, en fait, c'était des bonnes nouvelles. Puis je dirais que depuis les 6 dernières années qu'on a commencé à faire la sensibilisation, tout le côté là, frais de condo, bas prix et tout ça, il y a eu un gros travail qui a été fait. Les courtiers immobiliers, c'est un peu des. Tu sais, on est en première ligne au niveau de quand la personne veut acheter ou vendre. Puis les courtiers ont été sensibilisés dans les 6 dernières années pour beaucoup d'éléments. Fait que donc, quand ils arrivaient chez un client, ben, ils demandaient les documents tout en sachant que ce n'était pas obligatoire encore et tout ça. Fait que, donc, la notion de vous avez tous les documents, votre code de propriété est bien géré, ça a une valeur, parce qu'on a le devoir, les courtiers ont le devoir de conseil. Fait que quand ils rencontrent un acheteur, puis que le client regarde 4-5 propriétés avant de prendre une décision, ben c'est certain que celui qui est top puis qui a déjà tous les documents, malgré que toutes les choses n'étaient pas encore exigées, ça a une valeur et les clients, même les acheteurs, sont beaucoup plus sensibilisés qu'ils l'étaient avant. Toutefois, on a encore naturellement des gens qui sont un petit peu mal informés, qui ne savent pas, qui vont prendre ça un petit peu à la légère. Et je pense que le régulateur, en fait, le gouvernement, c'était un des objectifs le fait de ne pas mettre dedans à cette loi-là, c'est que le marché va venir réguler, va venir ajuster cette notion-là. Parce que, étant donné maintenant que les courtiers ont des formations, ils ont toutes sortes de choses, ce qu'on parle aujourd'hui, là, ça a déjà été dit, ils vont en avoir d'autres. Et là, le courtier étant bien informé, ben, il va transférer l'info au vendeur, il va transférer l'info à l'acheteur. Puis malheureusement, ben, entre deux unités côte à côte, s'il y en a qui n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire, ben, c'est certain que le courtier ne pourra pas dire acheter celle-là, c'est mieux. Il va falloir qu'il donne les vrais et les faits. Puis l'attestation qui est arrivée pour nous, là, moi, je dis merci, là, parce qu'on avait une problématique sur le terrain, malheureusement, étant donné qu'il n'y avait pas, tu sais, tantôt, j'écoutais Maître Papineau, là, qui disait, ben, je ne comprends pas pourquoi qu'on arrive à ça. Ben, ça, c'est un peu comme la vitesse sur les autoroutes. Il y en a qui vont en 180, puis il y a une limite de vitesse, puis on dit, ben, pourquoi on met une limite de vitesse? C'est logique de ne pas aller à 180. Moi, je compare ça à ça. On dirait qu'il faut que le monde soit à côté, puis qu'il soit obligé, même si c'est logique, de dire, il faut que vous le fassiez. On a besoin un peu de tenir les gens par la main. Puis nous, les courtiers immobiliers, là, tous les membres et tout ça, ça va être un outil additionnel pour avoir quelque chose sur quoi se baser.
Parce que souvent, on arrive avec des gens qui sont un peu sceptiques. C'est pas obligatoire. J'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Et là, en sortant l'article de loi, en sortant la législation, c'est certain que quelqu'un peut décider de l'acheter quand même. Il y en a encore des gens qui achètent avec aucun document. Il y en aura encore dans quelques années. Mais malheureusement, c'est sûr que je ne pourrais pas conseiller ça à un acheteur. L'idée, on pense qu'on achète un condo, qu'on s'en va à l'hôtel. C'est encore la perception qui est là. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Parce que quand il y a un mur de briques à faire, qu'il y a toutes sortes de choses à faire, puis que les cotisations arrivent, ben malheureusement, les gens au niveau de l'épargne, ils en ont, mais peut-être pas tant que ça. Mais c'est une excellente nouvelle pour le courtage immobilier, puis ça va venir aider les courtiers à encore mieux faire leur travail et que ce soit un peu plus facile, justement, à obtenir l'information pour les acheteurs, puis protéger le vendeur aussi. Parce que là, on a parlé beaucoup d'acheteurs, je vais juste terminer avec ça. En ayant tous les documents disponibles, en donnant toute l'information à un acheteur, puis mes collègues, mes amis avocats qui sont ici vont pouvoir le dire parce qu'ils ont des causes sur leur bureau, on vient protéger le vendeur aussi parce que là, il a tout divulgué, lui. Ouais. Fait que s'il arrive quelque chose après, on ne pourra pas prétendre qu'il a menti ou qu'il a fait une erreur par omission volontaire ou un dol. Il aura tout donné, tout aura été disponible, c'est clair des deux côtés. Fait que c'est une excellente nouvelle pour l'immobilier au Québec. Merci. J'ai déjà plusieurs questions dans le chat. Je vais commencer et je vous invite à sauter sur la réponse qui veut bien. Dans les espaces communs, un usage exclusif pour lesquels les dépenses de remplacement, ça je vois Julien là-dedans, et de maintien majeur sont clairement identifiés appartenant aux copropriétaires, utilisateurs. Doit-on obligatoirement avoir obligatoirement un fonds de prévoyance pour ces dépenses? Donc, partie commune à usage restreint, bien identifié, est-ce qu'on fait une règle de répartition pour ce fonds de prévoyance-là? Je vais Ben, peut-être il faut, prendre, faut- je ouais, vais peut-être prendre le devant, Julien, si vous me permettez, puis après ça, je vous donnerai vas-y. la parole. Il faut juste savoir dans un premier temps que le Code civil, c'était dans le fond clairement identifié par le projet de loi 16, permet trois niveaux de charges communes, Mme Couture. On appelle les charges communes générales hein, qui se divisent selon la valeur relative, les charges communes particulières pour les parties communes à usage restreint, c'est de ça dont on parle présentement. Puis dans ce dernier chapitre, parties communes à usage restreint, bien, ça se décline en deux temps. Généralement, ben, c'est un peu la règle, les charges sont en relation à l'entretien, peuvent être imputées au courtier qui en a l'usage exclusif. On pense, par exemple, à un stationnement extérieur en partie commune usage restreint. On va pouvoir passer la dépense au copropriétaire qui en a l'usage exclusif pour le déneigement. Bon, ça, c'est assez simple. Mais on a des déclarations de copropriété qui prévoient spécifiquement que le coût des réparations majeures et remplacement des parties communes est supporté uniquement par le courtier qui en a l'usage exclusif. Bon, on a certaines déclarations de côté, puis c'est pas très chic, mais en tout cas, elles existent, où on prévoit l'exemple que les fenêtres sont des parties communes d'usage restreint, mais que le coût des réparations majeures et remplacement des parties communes va être supporté par le copropriétaire qui en a l'usage exclusif. Alors, vous comprenez quand Mme Bégin ou d'autres courtiers arrivent dans les dossiers, ils sont obligés d'expliquer à leur acheteur les trois niveaux de charges communes, parce que c'est pas vrai que c'est 75 pièces par mois, là. C'est 75 pièces plus, plus. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est le plus, plus. Alors ça, évidemment, l'intérêt de l'attestation sur l'état de la copropriété, ben, c'est justement d'un peu mieux comprendre la répartition des charges communes, mais c'est surtout également le travail d'une équipe comme Audi avec M. Simard, Julien Gobeil-Simard, qui, justement, dans l'étude, là, Julien, je vous donne la parole après, va justement particulariser les charges. Donc, excusez-moi d'avoir court-circuité le parcours. Il n'y a Non, non, pas de ça va, ça souci. va. Mais C'est une bonne Julien, explication. juste avant que tu Ouais. commences, je voulais préciser, j'ai oublié de le dire, que Maître Paradis va nous quitter rapidement. Il avait déjà un engagement. Il a accepté de venir nous voir un petit peu, mais Maître Paradis, j'ai oublié de d'indiquer. Oui. Donc, Et ça sera merci. c'est d'ailleurs le moment où je dois quitter. Alors, merci, Madame. Salutations. Bonne soirée. Merci. Merci. Allez, Merci, Michel. Maître donc, Paradis. Merci beaucoup. Donc, Julien, je te laisse la parole là-dessus sur le fonds de prévoyance pour des Oui, parties communes. exact. Ben, comme Maître Jolicoeur l'a dit, bon, il peut y avoir des déclarations de copropriété où il y a des répartitions de charges de remplacement et réparation majeure qui vont être différentes différentes de quoi? Différentes de la valeur relative des fractions.
Ça peut être chaque copropriétaire qui en a l'usage supporte les coûts de remplacement à lui seul, mais des fois, ça peut juste être une répartition selon des pourcentages différentes, là, ce qu'on va appeler une clé de répartition. C'est pas toutes les déclarations de copropriété qui en ont, premièrement. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Il y en a beaucoup qui en ont. Donc, dans ces situations-là, au niveau de l'étude du fonds de prévoyance, effectivement, on va prendre les coûts de remplacement et réparation majeure qui font l'objet d'une répartition qui est différente des autres, puis on va isoler et donner des recommandations financières là, des sommes à accumuler dans le fonds de prévoyance pour ces parties-là. Ceci étant dit, pour la question qui est posée, là, est-ce que ça prend un compte à part pour ça? Ben, pas nécessairement, ça peut se traiter. Donc là, on va pas demander nécessairement, on va pas répartir là, ces coûts-là selon les pourcentages auxquels on est habitué dans les cas où on a des dispositions comme ça dans la déclaration de copropriété. On n'est pas obligé d'avoir un compte bancaire pour les fenêtres puis un compte bancaire pour le reste. Là, ça peut se faire via une tenue comptable, mais bon, encore faut-il Une avoir bonne. une bonne tenue de livre comptable. On peut aussi s'ouvrir des comptes bancaires séparés si on le souhaite. C'est pas une absolue nécessité, là. Donc, ça peut se faire de différentes façons. Merci, Julien. Avec plaisir. On a qu'arrive-t-il aux copropriétés qui n'ont ni carnet ni fonds aujourd'hui? Donc, on fait référence carnet d'entretien, fonds de prévoyance régulier. Obligation de remettre une attestation. Comment la rédige-t-il? Donc là, Nathalie peut sûrement répondre, quelqu'un peut sûrement Ben, rajouter. il y a Maître Yves Jolicoeur qui a préparé, mais il n'y a pas de modèle présentement. Là, il y a différents organismes qui vont se lancer dans les attestations, là, mais il y a pas, le gouvernement n'a pas sorti un formulaire officiel à ce niveau-là. Alors, mais je sais que Mais Yves en a sorti une. ouais, ben, on peut peut-être en parler, en fait, juste pour préciser, le gouvernement, non, mais la SHQ, la Société d'habitation Oui, du Québec, a sorti son un attestation. formulaire type d'attestation sur l'état de la copropriété. Malheureusement, cette attestation n'est que la reproduction fidèle du C'est ça. règlement qui prévoit que l'attestation doit comporter minimalement un certain nombre d'éléments. On va avoir, nous, le 12 septembre prochain, un peu comme le vin, le Beaujolais nouveau, mais ça va être le Beaujolais nouveau de la copropriété, puisque le RGCQ, le 12 septembre, dans l'activité de Montréal, va lancer son attestation sur l'état de la copropriété. Et pourquoi le RGCQ a pris cette initiative? Ben, c'est parce que on a à cœur la réalité des administrateurs de copropriété qui sont déjà euh, demandés par les courtiers immobiliers sur un formulaire qui s'appelle le DRCOP, la demande de renseignement sur la copropriété, qui comporte des questions, Mhm. mais qui malheureusement n'ont pas été reprises par l'attestation Exact. dans la limite. Hein, le gouvernement dit minimalement on doit telle chose, mais on est en train de préparer, encore aujourd'hui, je travaille avec M. Yves Nadon, qui est notre directeur général, sur le modèle type. On va en sortir un de façon assez exceptionnelle, où justement, on va avoir, dans le fond, le portrait exact de ce qu'on a de besoin comme acheteur pour limiter la rétroaction de la part des futurs promettant acheteurs à l'égard de la côté. On veut, dans le fond, donner l'information pour que l'acheteur sache ce qu'il est en train d'acheter. Puis s'il y a des questions qui vont venir par la suite en vertu du 68.2, ça soit plus minimaliste. Donc, on est en train de travailler sur un produit assez exceptionnel. 12 septembre, c'est le lancement officiel, Montréal, mais évidemment, on fait le tour de la province, puis on va le distribuer, mais on va surtout de là de sortir cette attestation, avoir un guide pratique pour expliquer de quelle façon il faut répondre aux questions. Parce que c'est bien beau un règlement, mais je sais bien pour ceux qui nous écoutent, qu'on soit gestionnaire ou administrateur de courtier, c'est pas évident de lire le règlement. Donc, on va avoir un guide réellement pratique, simplifié, un outil de référence qui va vraisemblablement être référé par la majorité des courtiers immobiliers au Québec. On a déjà le réseau Remax qui a annoncé qu'ils étaient très sensibles, ils vont en avoir d'autres possiblement, à utiliser ce formulaire pour simplifier la transaction. Donc, on va le finaliser, on va l'enseigner, on va vous donner des outils pour simplifier votre travail.
Maître Papineau, si, comme Monsieur L'Espérance, on n'a pas de carnet d'entretien, pas de fonds de prévoyance, quand on remplit l'attestation, euh, on est obligé de dire la vérité, premièrement, mais comment on peut pas s'en tirer autrement? Ben, on va leur dire qu'on n'en a pas, mais qu'on va en demander un. Et qu'on s'est mis en liste. On est numéro 694 chez notre technologue ou notre architecte, puis qu'on va l'avoir dans les délais prévus à la réglementation. On n'aura pas d'autre choix. Si vous me permettez, Madame Couture, on parle beaucoup depuis le début du carnet d'entretien, études de fonds de prévoyance, l'attestation du syndicat, mais il y a aussi un quatrième point dans cette réglementation-là, qui est les acomptes. Vous vous souviendrez que les promoteurs demandaient des acomptes Absolument. et Il en mettaient demande l'argent encore. dans... Il en Pardon? demande encore. Ben, ils peuvent encore en demander, mais là, au lieu de la mettre dans leur poche, ils vont être obligés de la mettre soit dans un compte en fidéicommis, mais de toute façon, tout ça pour dire que la compte va être garantie dorénavant. Le promoteur ne pourra pas mettre l'argent dans ses poches et disparaître si jamais ça arriverait. Il ne pourra pas non plus se servir de cet argent-là pour construire son immeuble, contrairement à avant. Ben oui. Alors ça, c'est une autre mesure de protection pour le consommateur qu'on avait demandé depuis longtemps. Alors, le promoteur va pouvoir demander un acompte, puis ça, c'est correct, mais il va être obligé de le faire déposer soit chez un notaire, un avocat, un administrateur agréé ou un comptable professionnel, un CPA. Et ces quatre professions-là, si jamais l'avocat, bon, ça n'arrivera pas, mais disons le notaire se sauve avec l'argent, ben, le compte du notaire est garanti par l'ordre professionnel. Alors, ça va sécuriser ces montants-là où on avait souvent des histoires d'horreur où l'immeuble n'était pas terminé, le promoteur faisait faillite, la personne perdait son dépôt. Et il y avait des Couture, hypothèques légales de construction. Ouais. Si vous me permettez, Mme Couture, pour faire du pouce un peu sur la question qui vous est soumise, euh, qu'est-ce qu'on fait là, comme administrateur lorsqu'on se fait demander une attestation sur l'état de la côté, puis on n'en a pas fait une? Hein, on n'a pas fait une étude de fonds de prévoyance, on n'a pas de cas d'entretien. Ben, le règlement prévoit, la mesure transitoire prévoit qu'on a 3 ans. On va avoir jusqu'en août 2028 là, pour le faire. Mais ça, c'est bien beau, ce Oui. 3 ans-là, mais en réalité, la pression du marché transactionnel ne vous permettra pas d'attendre 3 ans. Pour une raison très simple, c'est que si Mme Bégin est conseiller immobilier sur une transaction, qu'est-ce qu'elle va dire à son client qui est en train d'acheter? Ils n'en ont pas. On ne sait pas quels sont les besoins financiers futurs de cet immeuble-là. Question mark, comme on dit en anglais. Je ne le sais pas. Alors, évidemment, si vous aimez les sports intenses, vous allez acheter là parce que vous aimez ça, dans le fond, d'avoir des éléments de surprise. Mais si on travaille avec un budget limité comme acheteur, on sait qu'on est capable de payer une hypothèque de temps par mois, les taxes scolaires, les taxes municipales, mais que le yo-yo de la surprise, ces immeubles-là, même s'ils ont la liberté d'attendre 3 ans, ne pourront pas se le permettre. Ils ne pourront pas se permettre d'attendre 3 ans parce que la pression du marché va être tellement importante qu'ils vont dire on va les faire parce qu'on est en train de déprécier notre immeuble, même si légalement c'est tout à fait conforme. Yves, j'ai vu même des dossiers présentement que les gens les mettent en condition là, dans l'offre d'achat, là, des acheteurs qui Oui. disent, regarde, je vais l'acheter, mais il va falloir que telle chose soit faite. Et si ce n'est pas fait, on va mettre un montant en retenue chez le notaire pour s'assurer qu'il y a de l'argent est là, etc. Ça, on va le voir probablement de plus Ouais, en plus. Oui, ouais. mais il faut quand même là, penser une chose. Demain matin, ce n'est pas tous les syndicats Non, qui vont pouvoir l'obtenir la même c'est journée. clair. C'est pas assez de Et monde de Peut-être. nous, faire. ça fait déjà longtemps qu'au RGCQ et dans notre pratique, on dit aux gens, appelez donc votre technologue, appelez votre architecte, Hum. votre ingénieur ou peu importe. Mettez-vous en ligne là, parce que quand ça va sortir, les gens vont le demander et vous ne l'aurez pas le lendemain. Alors, j'ai hâte de voir. C'est vrai que les gens vont vouloir l'avoir hier,
mais dans quelle mesure les professionnels vont pouvoir le livrer rapidement, ça, c'est une autre question. Ouais, Absolument. mais pour juste au niveau du terrain comme tel, oui, c'est sûr que quand le carnet d'entretien est disponible, c'est un gros, tout est un plus. Mais souvent, les acheteurs, ils vont vouloir vérifier dans les procès-verbaux, c'est quoi les. C'est pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. T'sais, ils vont faire quand même une analyse croisée que j'appelle de regarder, OK, le toit a été changé, les briques ont été changées, les balcons ont été changés, il y a tel montant dans le fond, etc. On a quand même une petite marge pour l'avenir. Fait que présentement, c'est un peu cette règle-là qu'on est obligé de faire parce qu'on sait que les carnets ne pourront pas tous être disponibles demain. Mais il y a quand même, c'est pour ça que c'est important d'analyser puis d'avoir tous ces autres renseignements-là disponibles sur la bâtisse, ce qui a été fait, ce qui est prévu dans les conseils d'administration. Ils ont peut-être déjà eu des analyses, des choses comme ça. On va travailler avec ça, je pense, à court terme, parce que naturellement, on sait que le carnet d'entretien, c'est pas possible de l'avoir probablement demain matin. Puis les gens vont devoir quand même vendre, puis il y a quand même des gens qui vont acheter, mais il faut avoir le reste des renseignements pour au moins, minimalement, faire une bonne analyse du bâtiment puis regarder ce qui a été fait ou pas. Il y a des risques quand même, mais au moins, on minimalise un petit peu. Mais s'il n'y a rien du tout, là, on s'en va complètement dans le néant. Là, c'est vraiment du sport extrême. Pas de fond, pas de Surtout, procès-verbaux, pas rien. Ça, là, c'est C'est le sport extrême, c'est exactement c'est ça. plus que le sport extrême parce que souvent, il n'y a pas d'accident dans les sports extrêmes. Là, dans ça, tu t'en vas dans le mur direct. là, je vous écoute, puis je suis bien d'accord avec vous autres. Puis effectivement, on aurait dû se mettre en ligne déjà, puis ça, la file va être moins lente. Mais il faut penser aussi que même si les gens n'ont peut-être pas d'études parce qu'ils sont en attente de, Ouais. ben, il faut penser que si tu mets 50 pièces par mois dans le fonds de prévoyance, là, même si ça ne te prend pas une étude de dire que ça ne fait pas de sens, Non. ça, c'est une chose. L'autre chose, ce qui va arriver, c'est qu'on ne sait pas, mais je veux dire, vous savez très bien que les prêteurs commencent à être plus Ouais. questionneux sur les projets de copropriété pour financer des achats. Fait que peut-être qu'il va arriver ça aussi. Études de fonds de prévoyance pour les petites copropriétés, 5 ans ou 10 ans? 5 ans pour tout le monde, l'étude du fonds de prévoyance. Donc, si on fait référence aux 5 ou 10 ans, c'est plutôt au niveau du carnet d'entretien. Puis, c'est résumé, carnet d'entretien, c'est le volet technique de l'immeuble, inventaire des composantes, des parties communes, inspection, état de ces composantes-là, planification des travaux, remplacement et réparation majeure sur un minimum de 25 ans, planification des entretiens courants. Donc ça, c'est à faire là, d'ici la mi-août 2028 au plus tard si vous n'avez pas déjà un carnet d'entretien valide. Après ça, c'est les révisions par un professionnel qui devront être faites aux 5 ans ou aux 10 ans selon certaines caractéristiques de l'immeuble. Donc, pour les immeubles qui ont soit au maximum là, 8 unités d'habitation, au maximum 3 étages complètement hors sol, ou encore qui n'ont pas de partie commune dans le bâtiment. Là, fait qu'on parle là, peut-être des syndicats horizontaux, initiaux, ce genre de choses-là. Un des 3 critères nous permet de faire réviser le carnet d'entretien aux 10 ans plutôt qu'aux 5 ans. Si on ne rencontre pas l'un de ces critères-là, ça va être aux 5 ans. Étude du fonds de prévoyance, c'est aux 5 ans pour tout le monde. Il n'y a pas de modulation là, dans ce cas-ci. Il faut prévoir qu'il n'y a aucune exception. Ça, je pense que Aucune exception. on entend beaucoup parler des avocats de taverne, là, puis les administrateurs de taverne. Alors, essentiellement, c'est Il n'y pas a pas compris. d'avocat de taverne. Là. C'est pas Maître de quoi vous parlez, Leblanc, Maître des Leblanc. Là. Le domaine de la construction, il y en a beaucoup, je te le dis. Mais essentiellement, il y a absolument, ça, c'est un des éléments particuliers du projet de loi Ah, qu'on a reçu il y a quelques semaines durant les vacances de la construction. Essentiellement, il n'y a aucune exception. Alors, Et c'est pas non plus, Maître Leblanc, sur la copropriété horizontale. Tout le monde est all-in. Là. ouais. la seule Syndicat de chose. copropriété, oui. C'est ça. La seule exception, Mme Couture, qu'il faut quand même préciser à notre auditoire, ce soir, on parle de la copropriété divise et Oui, non pas de l'indivis. Oui. Puis, on peut avoir deux bâtiments identiques, un en indivis, puis l'autre en copropriété divise, qu'on appelle ça s'applique pas. condo. Ça ne s'applique pas. Alors, si vous êtes dans un immeuble où vous avez une convention d'indivision qui vous gouverne, ça ne s'applique pas, mais ça devrait s'appliquer à vous. Parce que qu'on achète une bâtisse, Sam, que ce soit de la pierre, du bois, peu importe le régime juridique, son besoin financier est le même. Hein. L'individu, là, le bâtiment se comporte de la même façon, à moins que vous me corrigez, M. Simard. Je pense qu'il se comporte pareil. Hein. Ça ressemble. Alors, c'est
Il me semble que ça se ressemble pas mal. Alors, c'est sûr qu'au Québec, malheureusement, la copropriété indivise est le parent pauvre en termes législatifs. On n'a pas ces règles-là. Toutefois, souvent, les conventions d'indivision vont reprendre textuellement, ils vont les copier, les dispositions législatives du Code civil en copropriété divise, pour justement avoir une vision prévisible des dépenses futures, mais ce n'est pas la loi qui le prévoit. Ce serait un cadre contractuel spécifique à un immeuble en question. Merci. On a d'autres questions, mais je pense qu'on vient de répondre à la question de monsieur ou madame Godin. Je ne peux pas préciser. Est-ce que la loi s'applique aux condos indivises? Oui, je pense ça. Mais c'est important aussi de rajouter là-dessus, Mme Couture, que souvent la convention d'indivision indique que ça doit être administré comme une copropriété divise. Il y en a beaucoup. Alors, ça pallie un petit peu au manque, là, mais il faut vraiment lire sa convention d'indivision pour comprendre ce qu'il y en est. Parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de conventions d'indivision qui répètent les règles de convention de déclaration de copropriété divise. D'ailleurs, dans le marché immobilier, juste un petit aparté, pour les copropriétés divises qui sont gérées comme la copropriété divise, ça a une valeur ajoutée. Les acheteurs, quand ils arrivent, puis que tout est là, puis qu'ils ne sont pas supposés de l'avoir fait, là, on dirait que ça vient donner une valeur, une confiance additionnelle, ouais, que l'immeuble, c'est bien géré, ils font bien ça, etc. Fait que donc, j'encourage les gens à le faire, là, même dans l'indivise. Merci. Nous avons déjà plusieurs travaux sur la copropriété de 1992. Nous avons changé les balcons, des toits, relevé les dalles de béton, changé les fenêtres, blabla. Depuis 5 à 10 ans, nous allons changer la toiture d'ici un an ou deux. Nous avons pensé refaire la toiture et ensuite engager une firme pour notre étude. Nous savons que nous avons 3 ans pour le faire. Nous avons augmenté de 135 à 400 même en 5 ans. Audi fait-il les copropriétés de 30? Pas Audi, mais des petits beaux chemins, oui. C'est-tu bon, ça, Julien? Excellent. Excellent, ouais. Audi, on se spécialise dans les plus petites copropriétés. À Pour partir ceux de qui combien aillent, d'unités Audi? c'est 20 et moins. Puis 20 et moins, effectivement, mais des petits beaux chemins notre grande sœur là, de Paty Beauchemin Oui, s'occupe des plus gros immeubles, effectivement. parfait. Où trouver les formulaires pour le carnet d'entretien, etc. Où trouver les formulaires? Bon, Forme? ouais, c'est ça, la notion de formulaire ici, je suis pas sûr de la Oui. comprendre. Donc, 3 mots-clés à retenir, carnet d'entretien, là, c'est établir, mettre à jour, réviser. On fait établir le carnet d'entretien par des professionnels, technologues, ingénieurs, architectes ou évaluateurs agréés. Le conseil d'administration doit faire des mises à jour de son carnet d'entretien, là, inscrire les dates auxquelles on fait des travaux, ce que ça a coûté, les documents là, comme contrat donnant à des entrepreneurs, contrat de garantie, etc. Et après ça, aux 5 ou 10 ans, on doit faire réviser le carnet d'entretien à nouveau là, par un des 4 professionnels que je viens de nommer tantôt. Donc, il n'y a pas de formulaire en tant que tel. Là. Je Le pense que la professionnel va. question, ils veulent savoir si on peut le faire maison, là. C'est ça la Non, c'est ça. question. On ne peut pas faire son carnet C'est ça. d'entretien maison. En fait, en attendant, hein, si vous voulez mandater une firme, malgré les bons conseils qui vous sont donnés, là, de faire ça dès que possible, vous voulez attendre vraiment en 2028, il n'y a rien qui vous empêche là, certainement pas de noter les entretiens et travaux que vous faites dans quelque chose qui ressemble à un carnet d'entretien. Vous avez trouvé sur le site de Audi là, un modèle Excel là, que vous pouvez télécharger, là, avec lequel vous pouvez vous amuser. Mais c'est sûr que vous devriez le faire par des professionnels là, d'ici 2028. Absolument. Madame Couture, c'est important que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire ça, hein, s'installer une gang de chums avec une pizza puis on fait un carnet d'entretien. Là. La loi dit clairement, ça nous prend pour le carnet d'entretien un ingénieur, membre de l'ordre des ingénieurs, un évaluateur agréé, membre de l'ordre des évaluateurs agréés, un architecte, membre de l'ordre des architectes. Ça nous prend aussi où on peut avoir recours à un technologue professionnel comme Cossette et Touchette, qui sont membres de l'ordre. Et si on veut rajouter à ce moment-là, on peut avoir pour l'étude de fonds de prévoyance, ça prend les mêmes personnes,
sauf qu'on peut aussi avoir un membre de l'Ordre des comptables professionnels agréé, un CPA. Alors, ôtez de votre tête, on va avoir un formulaire, on va copier chez le voisin ou non. Ça prend, tout ça doit être établi par un professionnel qui est membre de l'ordre qui le concerne, justement pour assurer de l'exactitude, de la véracité et d'éviter toutes sortes de choses. Je le dirais même plus loin que pour faire du ménage, parce que Maître Papineau vient tout juste de dire, on peut même pas s'asseoir une gang de chums ingénieurs si on habite dans la C'est ça copropriété ou que on j'allais est dire. administrateur ou gestionnaire de la copropriété. Donc même Absolument. si on a un ou des professionnels qui correspondent, là, qui sont membres d'un des 14 là, qui ont déjà été nommés, qui est administrateur, copropriétaire, résident, gestionnaire ou gérant de la copropriété. Il faut qu'il y ait une indépendance en plus C'est ça. du site professionnel. Tu m'as volé ma question que je voulais Je pense poser à qu'il mes faut faire une distinction. Il faut faire une distinction dans la tête du monde, là, que c'est certain que vous pouvez vous réunir, puis il faut réunir, de ramasser l'information. C'est évidemment les gens du syndicat qui font ça. Ici, là, c'est assez évident. Alors, mais par contre, alors colléger, colléger toutes les informations, évidemment, ça peut être fait par vous. Mais c'est la rédaction puis la préparation du rapport, lui, ça doit être fait par un professionnel. Alors, peut-être que c'est cette distinction-là qu'il faut faire dans la tête. Vous pouvez en faire un bout, mais finalement, comme M. Boudy dit, essentiellement, c'est qu'il doit être rédigé, il doit être préparé, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une relation avec l'étude de fonds de prévoyance, puis il faut établir des coûts, des façons de calculer tout ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scientifiques là-dedans. Là. Ce n'est pas juste du pitché et du garocher. Alors, ça, je pense que c'est important de juste préciser. Absolument, Maître Leblanc, absolument. Nous avons déjà la déclaration, le Code civil, mais la loi ne s'applique pas la loi ne pas appliquée par le CA. Donc, exemple, nous avons une cotisation d'auto-assurance. Avant l'adoption de la loi, le compte bancaire n'était même pas ouvert. La cotisation a été retirée du fonds de prévoyance sans aucun travail effectué. Nous avons également une étude de fonds de prévoyance, mais personne n'y prête attention. Donc, Peut-être, Mme Couture, on va parler d'une notion ce soir qu'on n'a peut-être pas assez soulevée. C'est la notion de gouvernance. Ouais. Je pense que c'est un élément relativement important parce que on sait que dans beaucoup de copropriétés, ça a été géré un peu par défaut. Euh, on les disait les administrateurs parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était gratté le coin de l'oreille et dit ah, t'es rendu président du conseil d'administration. Puis cette personne-là qui s'est gratté le coin de l'oreille, on lui disait écoute, Maurice, faut pas que ça coûte cher de frais de condo parce que ça coûte trop cher. Nous, on n'aime pas ça payer des frais de condo. Puis en plus, notre acheteur n'aimera pas ça. On est parti de la grande noirceur ou zéro gouvernance à un cadre législatif qui force globalement le milieu de la comunauté à un degré de gouvernance. Et ça, c'est un changement de culture important qui ne sera pas du jour au lendemain, là, parce que soyez assurés que le scepticisme dans les petites copropriétés va être très grand. Il y en a ce soir qui nous écoutent, puis ils vont rapporter ça à leur prochaine assemblée de courtiers en disant ouais, ouais, eux autres, ils disent ça, là, mais nous autres, on est heureux, puis ça marche bien. Ça va très bien se marcher jusqu'au jour où Mme Bégin ou n'importe quel courtier va passer sur le dossier. Ou qu'il y en Et, a et- un du groupe qui veut vendre, et là, ah ben, l'harmonie est brisée. et c'est ça, puis même le pas payeux qui va se faire dire par son courtier immobilier que son condo est déprécié parce qu'il y a zéro gouvernance, lui va devenir le parfait courtier qui va vouloir de la gouvernance parce qu'il ne sera pas capable de vendre. Il n'y aura pas de sûreté du Québec dans les copropriétés. La police de Montréal ne rentrera pas dans les chambres à coucher des copropriétaires. Personne ne va passer. Et tout va bien se passer jusqu'à temps qu'il y en a un qui veut vendre et qui va demander une attestation sur l'état de la copropriété. Et cette journée-là, histoire d'horreur, parce que qui va vouloir signer une attestation sur l'état de la copropriété alors qu'il va s'asseoir sur une chaise électrique pour venir dire que tout va bien, Madame la Marquise? Parce que la réalité, on n'en a pas parlé ce soir, c'est l'imputabilité. Ben oui. Parce que quelqu'un va vouloir vendre, puis la loi prévoit qu'il va devoir remettre à son acheteur une attestation sur l'état de la copropriété. Alors imaginez-vous que vous êtes un sportif aguerri sur les frais de condo à 35$ par mois et où vous prenez de l'argent
du fonds de prévoyance, vous en mettez dans le fonds d'auto-assurance parce qu'on vous a dit que ça en prenait là, puis finalement, on fait ce qu'on appelle des détournements de fonds. Puis les procès-verbaux, ce n'est pas réellement nécessaire parce que la dernière assemblée courrière qu'on a eue il y a 3 ans, tout ça, tout le monde est heureux, on est 6. Pourquoi se casser le pompon? Personne ne les a jamais demandés. Puis, Ben, écoutez, c'est des affaires d'avocats puis de notaires. On n'a pas besoin de ça. On est heureux, là. Ça va bien chez nous. Ben, tout va bien, comme disait dans la chanson française, tout va bien, Madame la Marquise, jusqu'à temps que le château brûle. Ben, c'est exactement ce qui s'en vient. Le déficit de gouvernance, c'est fini au Québec. Et ça se finit par une loi tellement dure qui n'est pas dans le Code civil, qui est la loi du marché. C'est ça qui s'en vient. Puis écoutez-nous bien ce soir, là, ceux qui ne mettront pas une gouvernance de qualité dans vos copropriétés, vous ne vendrez plus vos condos. Oh, vous allez peut-être les vendre, mais au lieu de avoir la pleine valeur marchande, vous allez peut-être avoir une dépréciation de 100 150 000 peut-être dans certains cas, parce que la gouvernance, c'était trop fatigant. Alors, c'est ça qu'on est en train de changer une culture. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est vrai, il a bien raison. Ben, moi, je ferais la comparaison avec l'état de nos structures de route. Hein, on se plaint à chaque printemps que se promener à Montréal, ça nous prendrait un char de saut parce qu'il y a des trous. Ben, pourquoi il y a des trous? Parce qu'il y a un petit problème de gouvernance, parce qu'on n'a pas entretenu la chaussée. Ben, la copropriété, c'est la même chose. même affaire. Aujourd'hui, on a des copropriétés qui sont pourries. On a des copropriétés, des petites bébêtes qui se promènent dans les logements le soir. Ça s'appelle des fourmis charpentières qui bouffent la structure. On a une flore assez intéressante qui pousse à l'intérieur des murs. Ça s'appelle des champignons. On est surpris qu'à un moment donné, on a des racines d'arbres qui se promènent dans le dalle de garage parce que l'épinette qui est au-dessus, qui a 35 ans, ben, elle a décidé de faire un tour dans la structure du garage. On a tout ça. On voit tout ça. Est-ce que ça peut se continuer? On n'a pas les moyens comme société québécoise de reconstruire les condos. On n'a pas cet argent-là. Le gouvernement, il peut bien se permettre de payer un hôpital puis de le refaire parce qu'il va nous endetter pour 18 prochaines générations. Mais les condos, on n'a pas cette marge-là. Alors, c'est sûr que ce cadre législatif, c'est pas pour emmerder le monde, c'est pour assurer la pérennité de notre parc immobilier en copropriété. C'est de ça dont on parle ce soir. Effectivement, tout à fait d'accord avec vous. Euh, une autre question, je réponds rapidement parce que c'est un dossier que Maître Papineau adore aussi. Y aura-t-il un tribunal de règlement de litige dans la loi? Alors, je n'ai pas bien compris, là, c'est-tu un tribunal Non, de la comme le copropriété? TAL, il n'y aura pas ça. Peu importe, il n'y en a pas. Il y en aura-tu? On ne le sait pas. Comme je dis souvent, je dois très mal m'expliquer, puis dois très mal m'exprimer parce que ça fait des années que j'en parle, mais on n'est pas rendu là encore. C'est ça. Les questions ceux qui posent des questions avec des montants, on ne peut pas commenter ça là, ce soir. Mais je vous le dis, c'est chez Coudi, tu pourras donner les dates tantôt, Julien, à la fin, mais vous avez des webinaires aussi de planifier. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques sur votre bâtiment et on n'a pas le temps de répondre, c'est clair qu'on n'aura jamais le temps de finir. On est rendu à 80 questions, on en a très peu fait. Mais on va garder ceux du Fonds de prévoyance si vous voulez écouter les webinaires de Audi. Il faut qu'on essaye de faire des réponses courtes, C'est ça, Valérie. exactement. Madame Bégin, justement, Ah, pourriez-vous ben mon faire une Dieu. réponse courte? J'ai créé la formation des données aux courtiers. Point d'interrogation. Pardon? Obligatoire. Point d'interrogation. J'ai pas compris la première. C'est quoi la formation des courtiers qui est donnée aux courtiers? Puis est-ce qu'elle est obligatoire? Présentement, il n'y a pas de formation obligatoire. Cependant, le ministre des Finances a dans la loi mentionné le fait qu'il y aurait une spécialisation copropriété. Le régulateur, qui est l'OACQ, travaille sur le sujet présentement. Alors, il y aura probablement dans un court moyen terme long une spécialisation copropriété pour permettre aux courtiers ils vont devoir avoir ça. Mais pour le moment, il n'y a pas de formation obligatoire. Il y en a eu dans les cycles de formation continue que l'OASIC a fait sur la copropriété, mais à cause de tout ce qui se passe présentement, on veut donc approfondir tout ça. Fait que c'est à venir. Il y a des agences, il y a des bannières qui offrent des programmes et tout ça.
Mais au niveau du régulateur, ce n'est pas encore en place. Parfait. Merci. Allez-vous continuer de dire à vos membres de demander le DRCOP ou attendre que les gestionnaires de copropriété fassent leur travail et transmettent les documents pertinents à qui de droit? En fait, le régulateur notre régulateur, l'OACQ, s'est positionné dans un communiqué en nous disant que pour le moment, la ligne directrice, c'était on continue de le demander. Moi, je n'ai pas le choix d'être d'accord avec ça parce que déjà, on a des attestations qui rentrent qui n'ont pas de bon sens, qu'il y a 3 lignes, qui manquent la moitié des articles et des choses demandées. Alors, donc, tant qu'il n'y aura peut-être pas une uniformité, que les gens n'utiliseront pas un modèle, je pense qu'il faut en demander plus que moins, là. Ça se peut qu'on vous dise non, mais c'est certain qu'on ne pourra pas aujourd'hui, de toute façon, aller contre le régulateur comme courtier immobilier, on ne pourrait pas, puisque l'OASIC a dit non, il faut le continuer à le demander. Ils vont peut-être évoluer dans leur démarche, mais pour le moment, c'est ça. Il serait peut-être important de noter là-dessus que il n'y a pas eu de mesures transitoires dans le règlement. Là. On se ramasse avec un règlement du jour au lendemain et c'est en vigueur. Les modèles d'attestation qui sont venus de la Société d'habitation du Québec sont minimalistes. Ils font juste reproduire le règlement sans aucune explication pour le grand public. Alors, c'est certain qu'on est dans une période transitoire présentement et la position de l'OASIC est tout à fait justifiée en disant, bien, écoutez, c'est un outil qui a déjà performé par le passé. C'est mieux ça que rien. Il ne faut pas se le cacher. Est-ce que pour moi, comme avocat spécialisé en copropriété puis qui enseigne le courtage, est-ce que le formulaire de l'OASIC est complet? Bien, l'OASIC le dit, hein, le même écrit, que le DSOP ne remplace pas, n'est pas aussi complet que l'attestation. Donc, c'est certain que c'est comme un élément incomplet, mais on est mieux d'être dans l'élément incomplet que d'être dans le brouillard. Alors, donc, on est dans une période de transition, mais ultimement, à la fin du processus, l'objectif, c'est de le faire disparaître pour, dans le fond, uniformiser la demande d'information. C'est là-dessus qu'on travaille au niveau du RGCQ. Puis, je vous rappelle, pour ceux qui sont membres du regroupement des gestionnaires, on a un soutien à nos membres. Il y a plein de questions qui vont venir et qui vont venir par la suite. On a une ligne ouverte pour nos membres, mais il reste quand même que le 12 septembre, qui s'en vient là, dans quelques semaines, on va avoir dans cet événement-là, du 12 septembre à Montréal, 2 axes très intéressants. Je me permets d'en parler, Mme Couture. Absolument. On va, dans le même lieu physique, avoir des ateliers pour les professionnels, puis des ateliers pour le grand public. Parce que les professionnels qui sont les gestionnaires ont des besoins et ont des réalités spécifiques. Pensons, moi, je suis gestionnaire. Si je signe l'attestation sur l'état de la copropriété, ils peuvent-tu me poursuivre? Comment ça marche? Moi, je viens d'avoir un dossier, je viens de ramasser le dossier de gestionnaire Matin-Ouin. Je n'ai aucune idée comment la copropriété est gérée. Pour me demander de signer une attestation, c'est une bonne idée. Elle pose la question, elle s'y répond. Alors, les professionnels ont des besoins de réponse. Ça, on va avoir des ateliers. On va avoir une journée extraordinaire où on va, dans le fond, présenter le cadre législatif. On va se retirer dans des ateliers professionnels d'un coin, des ateliers administrateurs de condos parce que les besoins et les questions ne sont pas les mêmes, pour justement pouvoir démystifier. Et je vous dirais que même que la journée du 12 septembre, Mme Couture, ça va être une tempête d'idées. Ce ne sera pas juste de l'enseignement didactique. Nous, on sait, puis on va vous dire, non, 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 ça ne marchera pas de même. On va vouloir une rétroaction. Il y a plein de questions qui nous sont portées, l'une plus pertinente que l'autre. Puis c'est vraiment par un état de réflexion qu'on va commencer à développer ce qu'on appelle une pratique, que ce soit la pratique professionnelle des courtiers, la pratique des gestionnaires ou la pratique des administrateurs de courtier pour justement essayer, dans la mesure du possible, à répondre aux questions. Parce que lorsqu'on regarde le règlement, puis on le lit, on a tellement de questions qui nous sautent au visage. Nous, les avocats, on en a plein. On n'a pas les réponses à tout. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit, là. Ouais, mais c'est bien beau, ça, qui nous demande l'attestation. Mais nous, on donne plein d'informations sur la copropriété.
Est-ce que notre copropriétaire peut diffuser ça sur Facebook pour dire quels sont nos impayés, le nombre de sinistres? Moi, ça ne m'intéresse pas que tout le monde de la planète sache ça. Peut-être même ça va dévaloriser notre information. Donc, la notion de la confidentialité, c'est quelque chose qu'on va adresser le 12 septembre. Ce soir, évidemment, c'est une amorce, c'est un échange, mais les questions, il va y en avoir plein. C'est pour ça que ça a été important. Le 12 septembre, on va lancer notre, notre questionnaire. Ben, en fait, pas notre questionnaire, mais notre Formulaire, attestation oui. bonifiée. Non pas celui de la SHQ, parce que celui de la SHQ, c'est pas mauvais, mais ça ne répond pas vraiment aux besoins de terrain. On va l'expliquer, on va produire des guides. Alors, c'est pour ça que le 12 septembre à Montréal, là, c'est quelque chose d'assez important. Puis on va reprendre la main, hein, cela étant dit, à Québec le 14 septembre, puis aussi à Gatineau. Là, on fait un peu les annonces. Le 26 septembre, une activité pour les professionnels. Le 27 septembre, le grand public, parce que c'est trop important. Il y a trop de choses qui se passent. Puis ces échanges-là vont nous amener aussi à évoluer, soit des bonnes pratiques à l'égard de cette réalité-là. Merci, Maître Jolicoeur, d'avoir expliqué toutes les colloques. Et je vous dis que aussi, celui de Montréal, c'est au Golfe d'Anjou pour ceux qui veulent y être. Et vous avez le droit, comme copropriétaire, de vous mettre membre du RGCQ, donc de bénéficier d'un prix pour assister à la journée. Et les syndicats de copropriété devraient tous être membres parce qu'ils bénéficieraient de l'information en déroulement d'année. Donc, il y a beaucoup de questions sur Madame Lépine, l'initiale, doit-il faire une étude? On a dit, ça touche tous les syndicats. Donc, oui, vous êtes obligé de faire une étude. Quels sont les Parfait, Mme paramètres? Couture. Mme Oui, Couture, si vous me permettez, là, parce que oui, c'est important. La question est très pertinente à deux niveaux. Lorsqu'on est dans du phasage, on a un syndicat qu'on appelle initial, là, ou d'autres les appellent le grand syndicat, puis on a nos concomitants pour chaque bloc. Bien, c'est sûr, autant pour les études, les cas d'entretien, voire même les attestations sur l'état de la propriété, on va en avoir une par chaque syndicat. Tout est Alors en moi, c'est un double. exemple, tout est en double. Alors si moi, je suis copropriétaire d'un côté par phase, bien, je vais adresser ma demande d'attestation aux deux syndicats, l'initial puis le Exact. concomitant. Puis le courtier va devoir réagir dans cette même réalité. Je voulais également vous dire, Mme Couture, que pendant qu'on était sur les formations, euh, si vous allez sur le site du RGCQ, vous pouvez vous inscrire. Mais là, je vais faire un peu comme les commerciaux. Il nous reste de moins en moins de place. Alors, donc, vous oui, avez c'est tout vrai. intérêt. Tout Si à vous avez fait. réellement intérêt, là, la téléphoniste numéro 24 attend votre appel jusqu'à 3 heures cette nuit, là. C'est la blague que je Oh, vais vous oui. faire, mais c'est parce que tu sais, ce soir, écoutez, on a une assistance de plus de 550 personnes là, qui nous écoutent ce soir parce que c'est le sujet de l'heure. C'est Ah énorme. oui. Puis c'est majeur comme transformation. Euh, Julien, peux-tu rassurer les gens sur, comme par exemple, l'étude et le carnet d'entretien fait depuis décembre 2023. Est-ce que le carnet d'entretien doit être à jour et complet après le 14 août 2025? Là, je ne suis pas sûre doit être à 2025, ça jour. voudrait dire on est en retard de 6 jours, mais C'est ça. dans le fond, il y a un C'est quoi les mécanisme dates? de validité là, qui est prévu. Là, bon, selon comment on compte les jours, là, carnet d'entretien et du fonds de prévoyance qui aurait été obtenu là, grosso modo là, entre le 14 août 2023 et 14 août 2025. Donc, il y a quelques jours. La révision mise à jour là, sera à faire dans 5 ans. Donc, si ça a été fait avant ça, c'est essentiellement comme si vous n'en aviez pas. Fait que la date limite devient la même que tous ceux qui n'en ont pas, donc à la mi-août 2028, là, le fameux 3 ans là, de délai. Bonne Et c'est question. important, Madame Couture, que si vous en avez un, il y a les dates dont on vient mentionner, mais il faut qu'il ait été préparé et Oui, signé par Oui. Ouais. un ingénieur, un évaluateur, un architecte, un technologue ou, dans le cas de l'étude de fonds de prévoyance, par un CPA. Sinon, ils ne sont pas bons. Le ouais, c'est ça. beau-frère, là, qui a une compagnie de construction, c'est pas tout à fait dans le règlement, ça. C'est ça. Tout à C'est fait. valide si ça a été préparé par les bons professionnels qui sont prévus au règlement dans les 2 ans précédant l'entrée en vigueur du règlement là, qui s'est fait le 14 août dernier.
Est-ce que l'établissement des frais du carnet d'entretien de la fonds de prévoyance peuvent être pris dans le fonds de prévoyance? Non. La Fonds de prévoyance, réponse, c'est non. remplacement. Non, non. Oui, mais Ouais, tu remplaces ouais, mon étude. c'est Non, ça. non, mais Madame Couture, la loi est très claire. Le fonds de prévoyance, il sert à deux choses, aux réparations majeures et au remplacement des parties communes. Il ne sert pas à faire des rapports. C'est tout. Non, Mais- exact. mais- Puis, puis, tu sais, on a beaucoup parlé de gouvernance ce soir, là. Tu sais, ça, c'en est un, là. Le fonds de prévoyance, c'est pour des réparations majeures et remplacement de parties communes qu'on prévoit sur le long terme. C'est pas parce qu'on a appris la semaine passée qu'il faut faire une étude du fonds de prévoyance puis on pige dedans. Ça, c'est un imprévu. Ce qui n'empêche pas de se faire un fonds à côté puis de mettre de l'argent à chaque année pendant 5 ans pour Ben, prévoir les sommes, là. tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu peux mettre Juste ton pas le fonds étude de fonds de prévoyance. prévoyance, ta valeur assurable, tout ce que tu as à faire à chaque fois, tu le mets à Ben, pas de côté. budgétaire, t'en mets un petit peu dedans par année, mais c'est juste pas le fonds de prévoyance. C'est pas ça que ça sert. Exact. Bonne mais- question. Un immeuble mais- patrimonial qui a droit à des subventions dans certaines villes, Québec, Montréal, etc., les calculs dans le fonds de prévoyance en tiennent-ils compte ou pas du tout? C'est une bonne question. Typiquement, on va tenir compte des coûts, évidemment, hein, de remplacer par, bon, parce qu'évidemment, quand il y a un fournisseur qui fait les portes en bois de Oui. 2000 livres la pièce, ça coûte pas le même prix qu'une porte en aluminium ou en PVC. Donc, dans l'estimation des coûts de ce que ces remplacements-là vont coûter, on va en tenir compte. Par contre, on ne peut pas tenir compte, malheureusement, des subventions, puisqu'on ne sait pas si vous allez les avoir, on ne sait pas si ces programmes-là vont exister. Donc, ça serait se tirer dans le pied que de prévoir pour un programme qui n'existera peut-être pas, qui financera peut-être pas au même niveau qu'il finance aujourd'hui. Et on ne peut pas garantir que ces subventions-là vont être nécessairement accordées dans 10, 15, 20 ou 25 ans. Par contre, puisque l'étude est un exercice qu'on refait à tous les 5 ans, ben c'est là, évidemment, si vous avez payé moins cher pour des travaux parce que vous avez eu une subvention ou une aide quelconque du niveau municipal, provincial, bien évidemment, là, ça va venir finalement dire ben, votre fonds de prévoyance, il reste plus d'argent dedans que prévu, on va réajuster les cotisations en conséquence. Quelle est la forme que doit prendre le carnet d'entretien livré par un professionnel? Un fichier Excel ou un logiciel On a propriétaire répondu comme Bidi ou tantôt. Regisco? Ouais, ça, on avait On a Mais répondu. répondu tantôt. ouais, c'est ça, mais c'est sûr que je trouve la question est pertinente parce que le carnet d'entretien, c'est pas juste un rapport qu'on se fait livrer, c'est aussi un document vivant dans lequel on doit inscrire des informations. Fait qu'évidemment, ça va vous prendre la version signée par un professionnel, c'est prévu dans le règlement que ça soit signé, mais c'est sûr que demander toujours d'avoir au minimum une version dans un format Excel éditable au minimum, c'est notre pratique depuis toujours, même si on a un logiciel spécialisé qui est super le fun à utiliser, super simple à utiliser. Il reste qu'on fournit toujours quand même une version Excel de ce carnet d'entretien-là pour que la copropriété puisse aller inscrire des dates de travaux puis des coûts de travaux dedans. Donc Euh, ça prend les deux. Madame, Madame Couture, je vois sur le chat, et c'est revenu à plus d'une reprise, hein, pour les copropriétés de deux. Il y en a beaucoup au Québec, hein, parce que pour des questions de zonage, et des promoteurs qui peuvent pas faire des jumelés avec une superficie de X. Alors, ils font de la copropriété, j'appellerais la copropriété légèrement artificielle, c'est-à-dire que les maisons en tant que telles sont des parties privatives, la toiture est partie privative. En fait, souvent, ils ont qu'un bout de terrain en commun, puis on appelle ça un syndicat de copropriétaires. Vous comprenez que les gens ne sont pas très motivés à faire une assemblée de copropriétaires une fois par année, à tenir un conseil d'administration, à faire une étude de fonds de croyance, à faire un budget prévisionnel, à faire toutes ces choses-là. Bon. Alors, évidemment, la loi ne distingue pas la copropriété de deux de celle de 200. C'est le même cadre législatif, sauf pour le volet, M. Gobet-Simard, vous me corrigerez, mais le volet du carnet d'entretien, là, il y a une La périodicité qui est fréquence de différente. révision, hein. Ouais, la fréquence de révision. Mais les règles sont les mêmes. Sauf qu'en quelque part, si j'étais un ingénieur qui fait une étude de fonds de prévoyance sur un jumelé en partie privative, il n'y a pas grand-chose à mettre dans l'étude de fonds de prévoyance, puis il n'y a pas grand-chose à mettre dans le carnet d'entretien. Alors, une fois qu'il va être fait, là, sans dire que c'est le photocopieur qui va le reproduire, il me semble que ça va être plus simple et moins coûteux. Mais il reste quand même que parfois, dans ces comités-là, on pense qu'il n'y a rien. On a des surprises. On a peut-être des infrastructures souterraines, on a peut-être des lampadaires, on a peut-être un paquet de choses. Mais il reste quand même que pour les courtiers immobiliers,
La réalité est la même. On transige une copropriété divise avec un régime juridique qui est similaire. Ta, 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 ta. Dès que la copropriété aura son carnet d'entretien, y a-t-il un contrôle ou une limite pour que les fonds et les charges de copropriété n'augmentent pas de manière abusive uniquement pour rattraper les erreurs du passé? Madame Couture, c'est intéressant ça parce que la loi dit qu'il va falloir. Vous savez, des fois, on nous demande si on fait une étude de fonds de prévoyance, est-ce qu'on doit la respecter? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne question, mais que la réponse était facile. Là, dans la loi, c'est indiqué qu'on doit le faire. Et la seule chose, c'est qu'on peut le mettre à jour, mais on ne pourra pas dire, puis on a un délai de 10 ans pour récupérer le fonds de prévoyance s'il en manque, mais on ne peut pas ne pas respecter ce qui va être fait. Alors, est-ce qu'il va falloir récupérer puis trouver de l'argent? La réponse, c'est oui. Ah oui. Là, vous avez répondu à plusieurs questions parce que les gens se disent, Ouais. s'ils ne respectent pas, est-ce que si les gens respectent ça pour pas que ça monte de manière abusive et tout, je pense que Maître Papineau, je crois que vous avez été clair. On a une étude, on doit respecter les sommes présentées dans un des scénarios. Il y a des fournisseurs qui vont mettre 2 scénarios, il y en a d'autres qui vont en mettre 3. Mais c'est assez clair. Et Julien, tu as précisé encore un autre bon point, c'est qu'à un moment donné, avec une bonne gestion, vous allez peut-être arriver à 5 ans de mise à jour avec peut-être une belle surprise que il y a des bons rendements, il y a des bonnes sommes qui ont été accumulées. Fait que tout ça va être tenu en compte par le professionnel qui va refaire votre étude en vous demandant qu'est-ce que vous avez fait, comment ça a coûté. Oups, ça a coûté moins cher. Julien l'a donné tantôt comme exemple. Ça coûte moins cher, bien, on va peut-être être capable de moduler l'augmentation à venir des 5 prochaines années. On Mais voit souvent, Valérie, sur le marché où j'ai entendu des présidents de syndicats ou les gens qui répondaient, qui avaient fait faire l'étude et qui n'étaient pas d'accord avec les résultats. ouais, Et C'est malheureusement, un classique. souvent, ouais, puis c'est un classique en disant ils ont exagéré, c'est pas tant que ça, etc. Puis ça me fait rire un peu parce que au niveau du courtage immobilier, on accompagne, on est là lors des inspections en bâtiment, mais on n'est pas habilité, nous, à venir dire que l'inspecteur en a trop mis ou n'a pas assez mis. C'est pas notre spécialité, c'est pas notre champ de compétences. C'est très, très difficile. Souvent, les gens, en tout cas, moi, je l'ai vu dans plusieurs dossiers, là, comme dirigeant d'agence, je l'ai vu. Et c'est souvent le réflexe qu'on va nous donner sur le terrain. Ben oui. Ben oui. Moi, On le voit Madame, sur les réseaux sociaux aussi, là, tu sais, même dans la question, hein, il y a comme un biais dans la question. Hein. Si les recommandations financières n'ont pas d'allure, mais pas Ouais, d'allure selon qui? C'est C'est mais, ça. selon un mais autre professionnel qui a fait une contre-expertise ou Ah, selon votre goût à c'est moi, vous? ça. Donc, ouais. moi, évidemment, ça ne Madame fait pas Couture, plaisir. Madame Couture, je leur pose tout le temps la question quand ils me disent ça. Je leur dis pourquoi vous avez engagé un gars qui n'était pas bon? Si le Mais, rapport n'est pas bon, pourquoi vous avez engagé un pas bon pour faire un rapport? Si vous n'avez engagé un bon, peut-être que le rapport est correct. C'est ça. mais si vous me permettez, Mme Couture, d'un peu dédramatiser tout ce qu'on dit ce soir, euh, on a deux notions là, qui, au point de vue de ce qu'on appelle du bâti, ce qu'on appelle le carnet d'entretien et l'étude de fonds de voyance. C'est sûr que si vous avez un carnet d'entretien bien fait, mais surtout que vous le mettez en œuvre. Parce que si vous prenez votre carnet d'entretien, vous le mettez dans le tiroir, puis vous le regardez 5 ans plus tard, ce qui devait coûter 10 pièces va peut-être en coûter 25 parce que c'est rendu pourri. Vous savez, il va falloir, puis c'est genre, je donne toujours l'exemple des infrastructures routières. Parce qu'on prend notre auto au printemps, on dit, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Comment ça se fait qu'on a autant de trous? Puis pourquoi? Bon, évidemment, la chaussée avec le cycle gel et dégel est drôlement sollicitée, mais nos bâtiments sont également sollicités par les changements climatiques. Si on a zéro qu'en entretien, moi, il y a peu de temps, une cliente m'appelle, elle dit, vous savez, l'assureur ne veut pas nous renouveler. On a eu beaucoup de dégâts d'eau. Ah oui? Puis ça a l'air qu'il nous a dit que le bâtiment n'était pas en bon état. C'est un bâtiment qui avait 25 ans. J'étais curieux, je dis, quand est-ce que vous avez fait le calfeutrage? Et j'ai eu un blanc avant qu'elle me réponde. Mais on n'a jamais fait ça. Vous comprenez que le degré de déficit d'entretien
Ouais. surtout dans la petite copropriété, il est énorme. Et l'autre chose aussi où il y avoir énormément de pression, ce sont les créanciers hypothécaires. On sait que certains créanciers hypothécaires ont décidé de ne plus prêter aux copropriétés sans fonds de prévoyance. Mme Bégin pourra corroborer mon propos. Il est prévisible qu'à moyen terme, les assureurs vont regarder aussi les attestations sur l'état de la copropriété. Vous savez, si vous appelez la copropriété de Roseau Mouillé, puis qu'à tous les 2 mois, vous avez un dégât d'eau, puis vous décidez de le cacher à l'assureur, ben, vous allez peut-être cacher à l'assureur pour pas que les primes augmentent, mais vous ne pourrez pas le cacher à un acheteur. Alors, si un assureur regarde l'attestation sur la propriété qui dit qu'il y a eu 18 dégâts d'eau dans la dernière année, puis on ne lui en a jamais déclaré un, c'est assez que l'assureur sortir du risque. Parce que l'assureur, il veut contrôler son risque. Mais l'acheteur, il veut contrôler son risque aussi. Tout le monde veut contrôler son risque. Tout le monde ne veut pas embarquer dans une copropriété, il n'y a pas de gouvernance. C'est ça le changement de culture. Le cadre réglementaire que l'on a ce soir, c'est plate à dire, mais c'est d'obliger les gens à s'auto-responsabiliser parce que ce n'est pas vrai que l'État doit, dans le fond, combler le déficit d'entretien. On voit en France actuellement, il y a des centaines de millions d'euros qui sont mis dans des comités qui font faillite, qui sont pourris. C'est un peu anormal qu'au Québec, un jour, au lieu de mettre de l'argent sur nos frais de santé, qu'on mettrait de l'argent sur des copropriétés qui, pendant des décennies, ne savaient pas ce que voulait dire le mot gouvernance, ou encore mieux, des gens qui ont acheté à petit prix un appartement, qu'ils ont revendu 3 fois le prix, qui n'ont jamais mis une scène sur leur bâtiment, qui ont empoché l'argent, et comme disait notre ami François Célier, qui est disparu, des voleurs qui quittaient durant la nuit pour pelleter à des jeunes couples le déficit de volonté d'assurer le maintien d'actifs. Parce que c'est de ça dont on parle ce soir. C'est l'irresponsabilité volontaire de gens pendant des décennies qui a fait en sorte que certaines copropriétés se portent très mal aujourd'hui. Bien, premièrement, je pense que Maître Papineau, Maître Leblanc et vous, Maître Jolicoeur, avez sûrement en tête des dossiers Énormément. critiques dans, Ah dans, oui. dans Maître Papineau, Maître Jolicoeur, c'est Montréal, et Maître Leblanc plus Gatineau. Mais je veux dire, comme vous l'avez dit, là, ça part de loin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que la loi du marché, puis etc., les frais de condo, il ne faut pas que ça vire trop vinaigre. Ben, je pense qu'on est tellement de l'autre côté qu'avant qu'un syndicat ait 10 millions puis il ne sait pas quoi en faire, ben, il financera les autres qui n'ont pas. À un moment donné, allez-y, Maître Leblanc, allez-y. Oui. Puis juste pour répondre à la question du tribunal, parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, on les voit, les questions, puis ça fait, on en a tous les jours, on répond tout le temps, tout le temps. Euh, Effectivement, en Ontario, ils l'ont eu il y a à peu près 5 ans. Ça fonctionne très, très bien. Et puis, ça va être notre cheval de bataille. Puis, j'en profite là, aux 425, 430 participants, que ça, c'est un autre cheval de bataille pour le RGCQ, d'avoir ça. Le gouvernement aurait dû nous le donner. Le ministre, effectivement, ne nous a pas entendu. Et puis, c'est indispensable parce que moi, ça, évidemment, je suis de très près en Ontario. Et puis, surtout au niveau, vous allez vous apercevoir, parce que je ne veux pas m'étendre, mais que ça va devenir un élément essentiel pour que la vie de condo redevienne en rose et non soit qu'est-ce qu'elle a été depuis 30 ans. Effectivement, effectivement. Là, j'essayais de voir ce qu'on était. Les notaires, je sais qu'on n'a pas de notaire ici, on n'est pas avec la Chambre des notaires, mais comment réagissent-ils? Est-ce qu'on va avoir un notaire qui va nous demander la DRCOP, l'attestation pour son formulaire? Est-ce qu'il y a des gens qui questionnent sur l'opinion de la Chambre des Moi, notaires, les notaires, etc.? Moi, j'ai appelé à la Chambre des notaires pour m'informer de la situation et il y a pas de prise de position qui me répondu et on me dit que les notaires t'aiment être dans leur cabinet. Alors, pour le moment, c'est les notaires individuellement, selon l'ordre de la Chambre des notaires, c'est-à-dire qui vont décider s'ils vont demander un questionnaire malgré l'attestation. Puis là, ben, c'est tellement récent sur le terrain, j'ai pas eu de cas encore à cet effet-là. Il y a un cas, par contre, où j'ai eu un gestionnaire qui a décidé de partir le délai de 15 jours de remise des documents aussi à la demande du notaire et de son questionnaire, ce qui fait qu'on a eu 2 semaines de délai
au niveau de l'acte de vente qu'il a fallu repousser. Fait que je ne sais pas, on est un petit peu dans le néant là-dessus. Je ne sais pas si Maître Papineau et tout ça, eux, ont eu d'autres sons de cloche, mais moi, en tout cas, c'est la réponse qu'on m'a donnée. Mais ils sont à travailler sur ça présentement. Je sais que Maître Gagnon a fait des documents, fait des représentations, mais comme on dit depuis tantôt, là, tout est nouveau, tout vient d'arriver. Alors, ça va venir. Peut-être juste sur rebondir là-dessus, il faut comprendre que les notaires reçoivent des instructions du prêteur pour les déboursés hypothécaires. Ces instructions ne sont pas uniformes d'un prêteur à l'autre. Il y a certains prêteurs qui vont très loin à l'égard du notaire en termes de garantie sur la gouvernance de la copropriété. Donc, il n'y a pas de réponse blanche, noire. C'est les conditions du marché. Alors, effectivement, il y a une réflexion à faire du côté notarial là, qui va certainement se faire. Écoutez, c'est tout nouveau, hein, Ouais. ça à peine une semaine, là, donc le bébé c'est un jeune né. Donc, on va, on va voir les évolutions au fur et à mesure. On a une question. Une fois l'attestation remplie et remise, est-ce qu'il y a des paramètres mis en place pour faciliter le devoir du conseil, de devoir de conseil des courtiers pour les aider à interpréter l'information afin de bien conseiller les promettants acheteurs? Nathalie. Ben, en fait, le devoir de conseil est toujours là, bien sûr, sauf qu'il faut comprendre qu'on a les courtiers immobiliers ne sont pas des notaires, ne sont pas des comptables agréés. Alors, ils ne peuvent pas interpréter des états financiers au niveau, à moins qu'il y ait un brevet de comptable. Alors, on peut avoir une information sur le tout comme tel, mais pas dans la spécialisation. Alors, c'est certain que si on veut faire analyser chaque document, comme le carnet d'entretien, par exemple, ils ne sont pas des technologues. Alors, si c'est un document très, très volumineux, il ne pourra pas, le courtier, ce n'est pas dans son champ de compétences de vous dire exactement tout ce qu'il y en est. Peut-être contacter le technologue ou l'ingénieur qui a produit le rapport pour poser les questions. Mais l'idée, ça va être de se donner un certain délai, souvent dans les promesses d'achat, pour pouvoir réaliser tout ça. Parce que malheureusement, c'est les gens, des fois, n'ont pas de l'air à réaliser, là. Acheter une copropriété, quand tout est là, il y en a du document à lire et à prendre connaissance. Puis oui, le courtier va vous accompagner là-dedans, mais il ne pourra pas nécessairement aller dans le détail dans certains endroits parce qu'il dépasserait son champ de compétences. Fait qu'il faut juste donc faire attention à ça. Puis Oui, on espère un jour qu'il y aura des courtiers spécialisés en copropriété. Ça s'en vient. Ça s'en vient, Maître Leblanc. Ça s'en vient. on s'en va tranquillement vers là. Il y a des formations dédiées. Oui, une spécialisation qui s'en vient. C'est ça. Exact. On dit, attendez un petit peu, bon, Julien, tu as peut-être vu aussi des questions que je n'ai pas couvertes là, dans les questions qui sont là, mais il y a beaucoup de questions sur qui peut le faire. On l'a dit tantôt, c'est des membres d'ordre professionnel. Est-ce qu'on a le droit de juger? On l'a répondu. Non, vous devez respecter le rapport. Puis comme M. Papineau l'a dit tantôt, ben, dans 5 ans plus tard, changez de fournisseur si vous trouvez qu'il fait du n'importe quoi. Mais effectivement, de toute façon, si je vous suggère, si vous êtes parti pas mal de zéro et vous trouvez qu'il est trop cher, mettez ce qu'il vous demande parce que une question qui n'a pas trop été claire, qui n'a pas trop été posée. Combien de temps les gens auront-ils de temps pour mettre l'argent qui est dû à l'étude dans le fonds de prévoyance? C'est la mesure transitoire, c'est 10 ans. Ouais. Bon. À partir d'aujourd'hui, à partir de quand, M. Papineau? À partir de quand ils vont savoir combien ils manquent. Alors, ça va être à partir de l'étude, mais commencez à en mettre tout de suite parce que probablement que l'étude va vous dire qu'il en manque déjà. Je pense que ça vaut la peine de parler peut-être de, tu sais, typiquement dans l'étude du fonds de prévoyance, en fait, on va regarder le manque à gagner, la sous-capitalisation pendant 10, 15, 20 ans, et on va regarder quel est le montant qui est adéquat de verser annuellement pour ce bâtiment-là, au fonds de prévoyance. Là, ce dont on parle sur le 10 ans, c'est la sous-capitalisation, là. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a aujourd'hui, là, puis c'est des questions qu'on reçoit, qu'on voit sur les réseaux sociaux qui disent on a eu notre étude, mais on a 10 ans Pour pour la mettre en suivre place. les scénarios. Non, non, vous Non, non. n'avez pas 10 ans pour suivre les Non, scénarios. non, non.
Non, non, absolument, C'est absolument. ça. Il faut respecter ce que l'étude dit, mais ce qui manque en date de l'étude, vous aurez 10 ans pour le compenser, mais il faut commencer à respecter l'étude au jour 1. Absolument. Merci. Écoutez, il est 8h30. De toute façon, on a beaucoup trop de questions, mais c'est super intéressant que vous avez tellement participé. C'est intéressant. Le mot de la fin, je veux juste avant, c'est important que Julien, tu profites de l'occasion pour dire c'est quand vos prochains webinaires. Je ne me souviens pas des dates, je le sais que vous êtes actifs, mais si les gens veulent s'inscrire, comment ça fonctionne? Parce que je pense que dans les questions que j'ai vues, beaucoup sont sur quand, comment ça marche, fonds de prévoyance, carnet d'entretien, etc. Oui, Julien, la parole est à absolument. toi. C'est tout disponible sur notre site web. Il y a une section pour ça. Vous allez rapidement trouver, là. Donc, webinaire, on le donne 2 fois par semaine, une fois le mardi en début de soirée, le jeudi en fin d'avant-midi. Donc, 2 fois par semaine, ça roule. Ça dure environ 1 heure, puis il y a beaucoup, beaucoup de temps là, qui est accordé aux questions des gens. Puis après ça, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le déroulement ou le processus là, du carnet d'entretien de l'étude du fonds de prévoyance, là, comment c'est fait comme tel, c'est quoi les étapes, etc. On a des séances d'information spécifiquement sur ce sujet-là, encore une fois, 2 fois par semaine aussi. Super facile à trouver sur notre site web. Qu'on voit à l'écran d'ailleurs là. Ouais. Puis comme qu'on vous l'a dit, Oudi est une filiale ou de Paty-Beauchemin. Donc, autant petite copropriété, très petite à grande, très grande, vous pourrez avoir un prix avec leur équipe. On n'oublie pas, naturellement, les activités du RGCQ pour justement encore expliquer, réexpliquer, vous entendre et vous aider, copropriétaire ou administrateur. C'est super intéressant de rappeler qu'à Montréal, c'est tout le monde ensemble, mais il y aura des ateliers séparés le 12 septembre au Golf Anjou. Inscrivez-vous. Majolica a fait sa menace tantôt. Les places se remplissent vite. À Gatineau, c'est 2 jours. Là, j'oublie lequel est lequel, mais 26 professionnels. Ouais. Le lendemain, copropriétaire administrateur, donc le 27. Allez vous inscrire là. Et Québec, une demi-journée. On voit justement à l'écran une demi-journée le 14 septembre pour vous inscrire. Vous avez les prix, tout ça. Donc, je vous le dis, c'est un bon investissement d'aller à une de ces conférences-là parce que ceux qui ont des questions, vous allez pouvoir y être répondus. Je vous invite aussi tout au long de nos web radios qui va commencer à partir de mi-septembre. On est à peaufiner les sujets, mais on va couvrir ça là, de long en large dans plein de web radios là-dessus. Donc, 8h30, je tiens à remercier mes invités ce soir. Je sais qu'on avait beaucoup de pain sur la planche, là, mais merci à vous tous d'avoir été là pour cette soirée ajoutée à notre agenda. On a réagi rapidement. Maître Jolicoeur, merci. Maître Papineau, merci. Merci. Julien, merci. Merci. Nathalie Bégin, Maître Richard Leblanc, merci beaucoup. Merci à Maître Paradis qui a dû nous quitter plus rapidement, mais merci à vous tous d'avoir été là. Merci à tous les copropriétaires, administrateurs qui nous ont écoutés ce soir, qui sont présentés à notre offre de vous informer ce soir. Merci à Groupe Vigilance, notre commanditaire de la soirée, pour la détection d'eau et tout ce qui est système de sécurité dans les bâtiments, donc dans les copropriétés. Merci toujours au RGCQ, qui est notre support technologique et tout. Et je vous rappelle, copropriétaire, administrateur, ça vaut la peine d'être membre. Vous avez accès à de l'information privilégiée. On a une belle fiche pratique sur l'attestation de la copropriété qu'on commence à appeler dans le milieu la SEC. Donc, allez visiter cette fiche pratique-là. Vous avez le code QR pour la scanner, sans quoi vous pouvez aller directement sur condolégal.com et vous allez trouver la fiche pratique qui va vous aider à bien comprendre ce qui se passe là-dessus. Donc, rappel, le code pour nos activités avec le RGCQ. Présentez-vous, vous allez en apprendre plein de choses parce que ça bouge de jour en jour.
Donc, on vous remercie à vous tous. Bonne fin de soirée Bonne et soirée à on tous. se voit le Bonne 17 soirée. septembre. Bye Merci. bye.